Au cœur d'une des avenues les plus élégantes de Paris, la jeune Clémence Dubois se réveillait au son doux d'une mélodie classique. Sa suite, ornée des plus fins tissus et œuvres d'art, était bien plus qu'une simple chambre. C'était un sanctuaire de luxe et de confort. En se préparant pour la journée, son reflet dans le miroir dévoilait l'image d'une fille qui avait tout, mais qui avait été enseignée à apprécier chaque parcelle de sa fortune. Descendant les escaliers de marbre, Clémence retrouvait ses parents dans le vaste et lumineux salon du petit-déjeuner. Son père, Bernard Dubois, était un homme d'affaires renommé avec des investissements sur plusieurs continents, et sa mère, Madeleine, gérait une chaîne de boutiques de haute couture. Malgré leurs emplois du temps chargés, tous deux tenaient à partager ces précieux moments matinaux avec leur fille. Et Clémence, souviens-toi toujours que la vraie valeur ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous faisons avec ce que nous avons, conseillait Bernard, lui tendant une tasse de chocolat chaud, sa boisson préférée le matin. Madeleine souriait, ajoutant « Et n'oublie jamais que le luxe peut agrémenter la vie, mais c'est le travail acharné qui construit de vrais châteaux. Nous espérons que, un jour, tu utiliseras toutes ces opportunités non seulement pour t'élever, mais aussi pour élever ceux qui t'entourent. » Après le petit déjeuner, Clémence disait au revoir à ses parents avec un baiser sur chacune de leurs joues avant de partir pour l'école. Le chauffeur de la famille, un homme gentil nommé Jacques, l'attendait déjà au volant d'une voiture noire et brillante. Sur le chemin de l'école, Clémence réfléchissait aux paroles de ses parents. Elle savait qu'elle était non seulement l'héritière d'une fortune, mais aussi de responsabilités. « Jacques, penses-tu qu'il soit difficile d'être bon quand on a tout ?» demanda-t-elle, pensivement. « Mademoiselle Clémence, être bon est un choix, peu importe ce que l'on a. Et je vois chaque jour que vous faites ce choix très bien, répondit Jacques, toujours attentionné. Arrivée à l'école, Clémence dit au revoir à Jacques avec un sourire. Elle était déterminée à utiliser sa journée, et sa vie, pour faire la différence, suivant ainsi l'héritage de ses parents. Alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée de l'école, les premiers rayons du soleil du matin brillaient sur Paris, reflétant la lumière dorée qui semblait suivre Clémence, la jeune fille qui avait tout, mais qui aspirait à être bien plus. La lumière du matin pénétrait doucement, à travers les rideaux de la chambre de Clémence, marquant le début d'une autre journée typique dans sa vie privilégiée. En se préparant, la jeune Clémence pensait à ses cours et aux projets scolaires qui l'attendaient. Elle aimait apprendre et était toujours impatiente de partager de nouvelles connaissances avec ses parents en fin de journée. En descendant les escaliers, Clémence fut accueillie dans la cuisine par l'odeur réconfortante du petit déjeuner préparé par sa mère, qui tenait toujours à être présente à ces moments-là. Après une brève discussion sur les plans de la journée, Clémence fit ses adieux et sortit pour retrouver Jacques, qui l'attendait déjà au volant de la voiture noire de la famille. Bonjour, Jacques, et salua Clémence avec un sourire chaleureux. Bonjour, mademoiselle Clémence. Prête pour une autre journée de conquête répondit Jacques, sa voix révélant une touche de tendresse paternelle. Jacques n'était pas seulement le chauffeur de la famille. Au fil des ans, il était devenu un ami de confiance et un conseiller pour Clémence. Durant le trajet, ils discutaient de divers sujets, de la littérature française aux nouvelles du jour. Jacques avait un intérêt particulier pour l'histoire, et ses récits sur le vieux Paris fascinaient Clémence, qui absorbait chaque mot avec admiration. Tu sais, Jacques, tes histoires pourraient faire un livre, commenta Clémence un jour, mi-sérieuse, mi-plaisantant. Qui sait, un jour, mademoiselle, répondit Jacques avec un sourire. Mais pour l'instant, ma mission est de m'assurer que tu es tout ce dont tu as besoin pour briller. En arrivant à l'école, Jacques ouvrit la porte pour Clémence, lui souhaitant une bonne journée d'études. N'oublie pas qui tu es et d'où tu viens, mademoiselle. Fais de ce jour une autre page brillante de ta jeune vie. Et merci, Jacques. À cet après-midi, il dit Clémence en agitant, alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée de l'école. Elle se sentait reconnaissante d'avoir quelqu'un comme Jacques dans sa vie, quelqu'un qui, malgré son rôle de chauffeur, jouait le rôle d'un véritable gardien. La routine scolaire de Clémence était remplie d'activités et d'apprentissage. Entre les cours, les débats avec ses camarades et les rencontres avec ses professeurs, elle se démarquait autant par son intellect que par son humilité. Même entourée de luxe et de confort, elle ne laissait jamais cela définir sa personnalité ou ses interactions avec les autres. En fin de journée, pleine de nouvelles idées et d'expériences à partager, Clémence retrouva Jacques qui l'attendait. Ensemble, ils rentrèrent à la maison, discutant de la journée et planifiant le reste de la semaine. C'était un jour normal dans la vie de Clémence,
mais chaque moment était une opportunité de croissance et d'apprentissage, toujours soutenu par ceux qui l'aimaient. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre à la résidence Dubois, mais elle prit rapidement un tournant inattendu. Alors que Clémence se préparait à sortir, son père, Bernard Dubois, reçut un appel urgent. Son expression sérieuse en raccrochant indiquait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Clémence, ma chérie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je dois partir immédiatement pour Marseille pour régler un problème dans la succursale de notre entreprise. Ça semble être une journée longue, et expliqua Bernard, tout en parcourant rapidement les documents dispersés sur la table du salon. La mère de Clémence, Madeleine, regarda avec inquiétude, mais habituée aux exigences du monde des affaires, elle savait gérer de telles situations avec calme. Je vais réorganiser nos emplois du temps. Jacques peut-il t'emmener à l'aéroport? Eh oui, il doit m'y emmener maintenant. La situation est critique, répondit Bernard, attrapant sa mallette et se dirigeant vers la porte. Jacques, qui venait de garer la voiture après avoir déposé Clémence à l'école, fut surpris par ce changement soudain de plan. Bien sûr, monsieur Dubois, je serai prêt dans 1 minute, y dit-il, ajustant rapidement le rétroviseur et préparant le véhicule pour le voyage vers l'aéroport. Sur la route, la circulation commençait à s'intensifier, et la tension était palpable dans la voiture. Jacques, toujours calme et maître de lui-même, ressentait maintenant le poids de la responsabilité. Ce n'était pas seulement la sécurité de son patron qui était entre ses mains, mais aussi l'urgence d'une situation d'affaires qui pourrait avoir de grandes implications pour l'entreprise Dubois. Jacques, s'il vous plaît, prenez le chemin le plus rapide. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être en retard, instruisit Bernard, vérifiant constamment sa montre et répondant à un flot de messages sur son téléphone. Bien sûr, monsieur. Je ferai de mon mieux pour éviter les embouteillages, répondit Jacques, changeant de route alors que la circulation commençait à ralentir. Il emprunta quelques petites rues, connaissant bien les raccourcis de la ville. La capacité de Jacques à naviguer dans Paris sous pression était inestimable, et aujourd'hui elle serait mise à rude épreuve. Arrivé à l'aéroport, Bernard n'eut à peine le temps de le remercier avant de se précipiter vers le terminal. « Et merci, Jacques. Prenez soin de tout pendant mon absence. Et s'il vous plaît, tenez Clémence informée. » Et bien sûr, monsieur Dubois. Bon voyage et bonne chance, dit Jacques, observant Bernard disparaître dans la foule. Une fois que monsieur Dubois eut pénétré dans l'aéroport, Jacques sentit le poids de l'urgence s'alléger un peu, mais il savait que le reste de la journée exigerait encore plus de lui. Il devait aller chercher Clémence plus tard et s'assurer que tout se déroulait bien en l'absence de monsieur Dubois. Alors qu'il retournait en ville, Jacques se préparait mentalement pour les heures à venir, conscient que tout retard ou problème pourrait déclencher une série de complications. La journée était loin d'être terminée, et la responsabilité qu'il portait ne faisait que s'accroître. Il était un peu après 3 heures de l'après-midi, lorsque Jacques retourna à l'école pour chercher Clémence. La journée avait déjà été longue pour lui, passant les dernières heures entre l'aéroport et des engagements de dernière minute pour couvrir l'absence de monsieur Dubois. Malgré la fatigue qui commençait à se faire sentir, il accueillit Clémence avec son sourire habituel lorsqu'elle monta dans la voiture. « Comment était ta journée, mademoiselle Clémence ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix énergique. « Ça va, Jacques. Et la tienne ? Tu as l'air fatigué, répondit-elle, s'inquiétant de l'air visiblement épuisé du chauffeur. Un peu plus mouvementé que d'habitude, mais tout est sous contrôle, répondit Jacques, essayant de la rassurer tout en se concentrant sur la route devant lui. La circulation commençait à s'intensifier alors qu'ils approchaient de l'heure de pointe de l'après-midi. Jacques, conscient de l'heure et des tâches qui lui restaient à accomplir, décida de prendre un raccourci pour éviter le congestion croissante. L'itinéraire alternatif les conduisit sur une route moins fréquentée, mais avec des virages plus serrés et un revêtement inégal qui exigeait une attention particulière. Alors qu'il négociait un virage particulièrement dangereux, un véhicule surgit soudainement en sens inverse, roulant plus vite que prévu. Jacques, surpris et déjà épuisé par la longue journée, réagit instinctivement, tournant le volant avec plus de force que nécessaire. La voiture dérapa sur les graviers lâches en bordure de la route, et il perdit le contrôle. « Accroche-toi, Clémence !» cria-t-il, tentant en vain de reprendre le contrôle du véhicule. La voiture glissa latéralement, sortant de la route et heurtant violemment un tas de débris laissés par un récent chantier. L'impact fut brutal, le bruit du métal tordu et des vitres brisées résonna de manière effrayante dans l'air.
Jacques fut projeté contre le volant, perdant immédiatement connaissance. Clémence, retenue par sa ceinture de sécurité, essayait désespérément de se libérer, mais la porte à côté d'elle était enfoncée et ne s'ouvrait pas. L'odeur d'essence commençait à pénétrer à l'intérieur de la voiture, se mélangeant à l'odeur de fumée émanant du moteur endommagé. Elle toussa et appela à l'aide, mais Jacques ne répondait pas, immobile à côté d'elle. Les flammes ont commencé à surgir du capot, illuminant le crépuscule d'une lueur sinistre. Clémence, terrorisée, continuait à lutter contre sa ceinture de sécurité alors que le feu commençait à se propager plus rapidement qu'elle ne l'aurait imaginé. Chaque seconde semblait une éternité tandis qu'elle criait à l'aide, espérant que quelqu'un puisse entendre ses appels désespérés au milieu de la route isolée. Alors que les flammes commençaient à envelopper la voiture, la situation de Clémence devenait de plus en plus désespérée. Elle se battait frénétiquement contre la ceinture de sécurité, qui refusait de se détacher, pendant que le feu gagnait en intensité et se rapprochait de l'intérieur du véhicule. La fumée commençait à remplir l'espace, rendant chaque respiration une lutte agonisante. À ce moment critique, lorsque l'espoir semblait s'évanouir, une figure surgit entre la fumée et les flammes. C'était un homme à l'aspect négligé, vêtu de vêtements usés et sales, qui s'approchait courageusement de la voiture en flammes. Clémence, à travers les larmes et la fumée, pouvait à peine distinguer son visage, mais elle remarqua immédiatement sa détermination dans ses mouvements. Sans hésiter, l'homme saisit une barre de fer qui gisait près du lieu de l'accident et, avec une force surprenante, commença à frapper la vitre de la fenêtre à côté de Clémence. Après plusieurs coups, la vitre se brisa enfin, ouvrant une voie de sortie. L'homme cria à Clémence, d'une voix rauque d'urgence, « Baisse-toi et couvre-toi le visage ». Clémence, obéissant instinctivement, se protégea du mieux qu'elle put tandis que l'homme, une main déjà blessée par le verre brisé, tendait la main à l'intérieur de la voiture et déverrouillait la ceinture de sécurité. D'un geste ferme, il la libéra des griffes du siège, la traînant hors de la voiture en flammes. Une fois à une distance sûre, l'homme la coucha sur le sol, s'éloignant rapidement pour vérifier s'il y avait un danger imminent. Clémence, encore sous le choc, tentait de comprendre ce qui venait de se passer, regardant le sauveur qui examinait maintenant Jacques, toujours inconscient à l'intérieur du véhicule. Comprenant que cela serait risqué de tenter de le sortir seul, l'homme se tourna vers Clémence, ses yeux remplis d'une inquiétude palpable. « L'aide est en route », y dit-il rapidement, avant de regarder à nouveau la voiture en flammes. Sans un mot de plus, il disparut dans la même fumée d'où il était apparu, laissant Clémence seule, confuse et profondément reconnaissante. Alors que des sirènes lointaines commençaient à retentir, se rapprochant du lieu de l'accident, Clémence tentait de reprendre son souffle, de plus en plus préoccupée par Jacques et par le mystérieux homme qui avait risqué sa vie pour la sauver. Elle regarda autour d'elle, espérant le revoir, mais il avait disparu sans laisser de traces, tel un fantôme. Qui était-il? Pourquoi avait-il aidé? Et où était-il parti? Ces questions tournaient dans son esprit tandis que les secouristes arrivaient enfin, prenant en charge la scène avec urgence et efficacité. Les jours qui suivirent le terrible accident furent flous et douloureux pour Clémence. La nouvelle de la mort de Jacques, qui n'avait pas survécu à ses blessures, bouleversa profondément la jeune fille. Il n'était pas seulement le chauffeur de la famille. Pour Clémence, Jacques avait été un mentor, un protecteur et surtout, un ami cher. Le deuil se mêlait à la culpabilité et à la confusion tandis qu'elle tentait de comprendre pourquoi cette tragédie était survenue. Durant les funérailles, Clémence est restée aux côtés de ses parents, se soutenant mutuellement, mais ressentant un immense vide. Les paroles de réconfort et les souvenirs partagés par les autres ne semblaient pas suffisants pour combler l'espace laissé par Jacques. Elle regardait autour d'elle, espérant, de façon irrationnelle, voir le visage de l'homme mystérieux qui l'avait sauvée, mais il était aussi absent que Jacques lui-même. Après les funérailles, la réalité de ce qui s'était passé a commencé à se solidifier dans son esprit. Clémence passait de longues périodes dans sa chambre, réfléchissant à la brièveté de la vie et à la manière dont un seul instant peut tout changer de manière irrévocable. L'acte de courage de l'étranger qui l'avait sauvée commençait à prendre une nouvelle dimension dans ses pensées. Qui était cet homme qui, sans rien à gagner, avait risqué sa vie pour elle? Et que ferait-elle maintenant avec cette seconde chance qui lui avait été si courageusement conquise? Inspirée par le sacrifice de l'homme, Clémence ressentait un besoin croissant de donner un sens à sa propre vie, une vie qui, jusqu'alors, avait été principalement marquée par le confort et le privilège. Elle a commencé à chercher des moyens d'aider les autres, de faire une différence dans le monde d'une manière que Jacques aurait approuvée.
Avec le soutien de ses parents, Clémence s'est impliquée dans plusieurs organisations caritatives, mais elle a rapidement réalisé qu'elle voulait faire plus que simplement participer. Elle voulait diriger, inspirer, créer un changement durable. C'est ainsi qu'elle a décidé de fonder une organisation dédiée à aider ceux en situation de risque, une décision qui a marqué un nouveau chapitre dans sa vie. Cette période de transformation n'a pas été facile. Clémence se sentait souvent dépassée par la magnitude de sa mission et par les souvenirs douloureux qui la motivaient. Cependant, chaque pas qu'elle faisait pour aider les autres renforçait sa résolution et guérissait un peu son cœur brisé. Elle était déterminée à vivre non seulement pour elle-même, mais aussi pour la mémoire de Jacques et pour l'héritage de l'inconnu qui l'avait sauvé. Après le deuil et la réflexion, Clémence Dubois a trouvé un nouveau but qui a allumé une flamme d'espoir et de détermination dans son cœur. Animée par le désir de rendre et de faire une différence, elle a commencé à s'impliquer activement dans le travail bénévole. Cette nouvelle aventure l'a conduite dans les parties moins visitées de Paris, où le besoin était grand et les ressources souvent limitées. Clémence passait ses journées à visiter des refuges pour sans-abri, des centres d'accueil pour enfants et des organisations soutenant les personnes âgées isolées. À chaque visite, elle apportait non seulement des dons, mais aussi son temps et son attention, écoutant les histoires de ceux qui étaient rarement entendus. À travers ces interactions, elle a commencé à voir le monde à travers un objectif plus large et plus compréhensif. Un après-midi particulièrement froid, alors qu'elle aidait à servir des repas dans un refuge local, Clémence a rencontré une jeune mère et son petit garçon. La femme a partagé sa lutte pour trouver un emploi stable et sa peur constante de ne pas pouvoir subvenir suffisamment aux besoins de son enfant. L'histoire de la femme a profondément touché Clémence, car elle lui a montré une réalité très éloignée de la vie qu'elle avait toujours connue. Cette rencontre a été un tournant pour Clémence. Elle a réalisé qu'elle pouvait faire plus que simplement participer à des actions ponctuelles. Elle pouvait créer un espace offrant un soutien plus cohérent et complet pour des personnes comme cette jeune mère. Inspirée par cette idée, Clémence a commencé à planifier la création de sa propre organisation caritative. Avec l'aide de ses parents et de consultants, elle a élaboré un plan pour une organisation qui ne fournirait pas seulement une assistance immédiate, comme la nourriture et le logement, mais aussi des programmes de formation professionnelle pour aider les gens à reconstruire leur vie. Clémence voulait que son organisation soit un endroit où l'espoir serait restauré et où des opportunités seraient créées. Au cours des mois suivants, Clémence a travaillé sans relâche pour concrétiser cette vision. Elle s'est impliquée dans chaque détail, de la recherche de financement à la sélection des sites et au recrutement du personnel. Ces journées étaient longues et parfois écrasantes, mais la vision de l'impact que son organisation pourrait avoir lui donnait la force de continuer. Enfin, la Fondation Clémence Dubois pour l'Espoir a été inaugurée. Le jour de l'ouverture a été un mélange d'émotions et de réalisation pour Clémence, qui a vu une foule de visages pleins d'espoir la regardant pendant la cérémonie d'ouverture. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle savait aussi qu'elle était sur la bonne voie. À travers le bénévolat, Clémence a trouvé une nouvelle passion et un sens renouvelé à sa vie. Chaque personne qu'elle aidait, chaque histoire qu'elle entendait, renforçait son engagement à lutter pour un monde meilleur. Elle ne suivait pas seulement les enseignements de ses parents sur le travail dur et la responsabilité, mais elle honorait également la mémoire de Jacques et rendait hommage à l'héritage de l'étranger qui avait risqué sa vie pour la sauver. La Fondation Clémence Dubois pour l'Espoir est rapidement devenue un phare d'aide et de solidarité à Paris. Sous la direction passionnée de Clémence, l'organisation a élargi ses opérations, offrant une variété de services essentiels, des abris temporaires aux programmes d'éducation et de formation professionnelle. L'engagement authentique de Clémence a aidé les autres à non seulement transformer des vies, mais a également attiré l'attention des médias et des donateurs potentiels. L'inauguration de la fondation n'était que le début. Au fil des mois, Clémence s'est consacrée à établir des partenariats avec des entreprises locales et internationales, élargissant la portée et l'efficacité de l'organisation. On la voyait souvent lors d'événements de collecte de fonds, où son éloquence et son histoire inspirante attiraient des dons généreux. La combinaison de son héritage privilégié et de son fervent altruisme en faisait une figure charismatique et respectée. La croissance de la fondation n'est pas venue sans défi. Clémence a dû faire face à la bureaucratie, au scepticisme et même aux critiques de ceux qui doutaient de ses intentions. Cependant, sa détermination n'a jamais faibli. Chaque obstacle renforçait son engagement envers la mission qui avait commencé à la suite d'une tragédie personnelle et d'un acte de courage qui avait sauvé sa vie. Clémence tenait également à être directement impliquée dans les activités quotidiennes de la Fondation. Elle fréquentait les centres exploités par l'organisation, discutait avec les bénéficiaires des programmes, écoutait leurs histoires et leurs retours. Cette connexion directe avec les personnes aidées par la Fondation maintenait sa passion vivante et garantissait que les programmes offerts étaient pertinents et efficaces. En outre,
Clémence utilisait sa visibilité pour plaider en faveur de politiques publiques plus inclusives et équitables. Son expérience et sa voix sont devenues influentes dans le débat sur les questions d'inégalité sociale et de pauvreté, ce qui en fait une défenseure respectée des droits des défavorisés. La Fondation Clémence Dubois pour l'Espoir est rapidement devenue un modèle de compassion et d'action. Les succès de la Fondation étaient régulièrement mis en avant dans des rapports annuels montrant l'impact tangible des programmes dans les communautés locales. Au fil du temps, la Fondation a non seulement aidé des milliers d'individus à améliorer leur vie, mais a également inspiré d'autres organisations à adopter des approches similaires. Le travail acharné de Clémence et la reconnaissance croissante de la Fondation ont abouti à plusieurs prix et honneurs. Cependant, pour Clémence, le véritable prix était de voir le changement réel dans la vie des personnes qu'elle s'était engagée à aider. Chaque histoire de réussite était un rappel que, même dans les circonstances les plus sombres, l'espoir et l'action pouvaient apporter lumière et changement. Un matin froid et nuageux, alors que Clémence aidait à servir le petit déjeuner dans la cafétéria de la Fondation, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Parmi les nombreux visages fatigués et reconnaissants qui passaient devant elle chaque jour, une figure a particulièrement attiré son attention. C'était un homme au visage marqué par le temps, vêtu de vêtements usés et d'une grande cicatrice traversant son visage, déformant ses traits de manière frappante. Son regard était bas et hésitant, et il semblait incertain de s'approcher de la file pour la nourriture. Clémence sentit un frisson de reconnaissance lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, dans la manière dont ses mains tremblaient légèrement, qui évoquait un souvenir lointain, le souvenir de l'homme qui l'avait tiré d'une voiture en feu. Le doute la saisit un moment, mais quelque chose dans son cœur lui disait que c'était lui. Sans hésiter, elle s'approcha de lui, touchant doucement son bras. « Puis-je vous aider ?» demanda Clémence, essayant de cacher l'émotion qui commençait à monter dans sa voix. L'homme leva les yeux vers elle, clairement surpris d'être abordé si directement. En croisant son regard, il sembla la reconnaître, une lueur de reconnaissance passant rapidement dans ses yeux avant de baisser à nouveau la tête. « Je voudrais juste un peu de café, s'il vous plaît, dit-il, sa voix rauque et basse. « Et bien sûr, je vous en prie, rejoignez la file, répondit Clémence, lui indiquant le chemin. Elle le regarda alors qu'il avançait docilement, mais son esprit était en ébullition. Il n'y avait plus de doute dans son cœur maintenant, c'était lui. L'homme qui l'avait sauvé. Après avoir servi le café à l'homme, Clémence trouva une excuse pour s'asseoir à côté de lui à l'une des tables. « Désolée de vous déranger, commença-t-elle, mais je ne peux m'empêcher de sentir que nous nous sommes déjà rencontrés. Vous me semblez très familier. » L'homme la regarda, son expression mêlant surprise et tristesse résignée. « C'est possible, dit-il simplement, j'ai déjà été dans de nombreux endroits. » Clémence hésita, pesant soigneusement ses mots. « Et il y a quelques années, un homme m'a sauvé d'un accident très grave. Je n'ai jamais eu la chance de le remercier. La manière dont vous vous déplacez, votre cicatrice, j'ai pensé que peut-être vous pourriez être cette personne. » L'homme sembla choqué pendant un moment, regardant Clémence avec une nouvelle intensité. Puis, un léger sourire effleura ses lèvres, un sourire qui portait une profonde tristesse et un soulagement tout aussi profond. « Je pense peut-être que oui, avoua-t-il. Mais ce n'était pas quelque chose que j'attendais quiconque se souvienne, surtout pas ici. » La confirmation laissa Clémence sans voix. Les émotions l'envahirent, la gratitude, le soulagement, et un profond désir de faire quelque chose pour cet homme qui avait changé sa vie. « Je n'ai jamais oublié, » dit-elle, sa voix tremblante. « Et j'ai toujours voulu vous remercier. Vous m'avez sauvé. Et je voudrais vraiment connaître votre nom. » L'homme hésita, puis répondit doucement, « C'est Antoine. Antoine Lefebvre. » « Antoine, répéta-t-elle, savourant le nom. « Eh bien, Antoine, je suis Clémence, et je vous dois la vie. Et tout ce que je veux, c'est la chance de, d'une manière ou d'une autre, rendre l'aide que vous m'avez donnée. » Antoine la regarda, les yeux remplis d'une émotion complexe. « Je n'ai pas fait ça pour recevoir quelque chose en retour, Clémence. J'ai fait ça parce que c'était la bonne chose à faire. »« Je sais, répondit-elle, mais permettez-moi au moins d'essayer de montrer ma gratitude. Restez avec nous ici, à la Fondation. Nous pouvons aussi vous aider. » L'offre pendait dans l'air entre eux, chargée de sens et de possibilités. Antoine regarda autour de lui, observant l'espace rempli d'espoir et de renouveau, puis, lentement, acquiesça. « Peut-être est-il temps que j'accepte cette aide, » dit-il enfin. Clémence sourit, le cœur léger pour la première fois en de nombreux jours.
Un cercle s'était refermé, et un nouveau commençait. Ensemble. Antoine Lemaire et Clémence s'assirent dans un coin tranquille de la cafétéria, où le brouhaha autour d'eux semblait lointain. Clémence observait Antoine avec un mélange de gratitude et de curiosité, impatiente de comprendre le voyage qui l'avait amené à ce moment fatidique de son sauvetage. Antoine commença à partager son histoire, ses paroles chargées de souvenirs et d'émotions. Il parla d'une enfance marquée par la perte et la solitude, de parents qu'il avait à peine connus et d'un système de protection sociale qui n'avait pas fourni le soutien nécessaire. Sa vie était une série d'abris temporaires et de rues froides, où chaque jour était une lutte pour la survie. J'avais l'habitude d'être invisible, d'être un visage de plus sans nom dans les rues de Paris, et expliqua Antoine, son regard perdu dans des souvenirs douloureux. Mais j'ai toujours essayé de préserver mon humanité, en aidant les autres quand je le pouvais, même si cela signifiait juste partager un morceau de pain ou une couverture. L'histoire d'Antoine était une chronique de résilience et de petits actes de bonté qui, malgré des circonstances désespérées, maintenaient vivante la flamme de sa dignité. Il décrivit comment, le jour de l'accident, il se trouvait près du lieu par hasard, essayant de trouver un abri de la pluie sous un pont voisin. J'ai entendu le bruit de la collision, les cris, quelque chose en moi a simplement réagi. J'ai couru vers la voiture sans réfléchir, dit-il, ses mains tremblant légèrement en se remémorant la chaleur des flammes. Et il n'y avait pas de temps pour hésiter, juste la certitude que quelqu'un avait besoin d'aide. Clémence écoutait attentivement, chaque mot augmentant son admiration pour Antoine. Il était difficile d'imaginer le courage nécessaire pour courir vers le danger, sachant que chaque seconde pourrait être la dernière. Après l'histoire, un silence confortable s'installa entre eux. Clémence, émue par la force et l'humanité d'Antoine, savait qu'elle ne pouvait pas simplement le laisser retourner dans la rue après tout ce qu'il avait fait. Antoine, votre courage a sauvé ma vie. Laissez-moi vous offrir quelque chose en retour, lui dit Clémence, choisissant ses mots avec soin. Je voudrais vous offrir un emploi ici, à la Fondation. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre force et votre compassion. Et, plus que cela, je voudrais vous offrir un foyer. Antoine regarda Clémence, visiblement touché par l'offre. L'idée d'avoir un endroit sur à appeler chez soi, quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, semblait presque surréaliste. Et je ne sais pas quoi dire, Clémence. Ce serait un honneur pour moi de faire partie de quelque chose d'aussi significatif. Et avoir un chez soi, cela changerait tout, répondit-il, sa voix émue par l'émotion. Alors c'est un oui ? Il demanda Clémence, un sourire plein d'espoir naissant sur ses lèvres. Oui, c'est un oui, et confirma Antoine, un sourire reflétant le sien. À ce moment-là, ils savaient tous les deux qu'une nouvelle page était tournée, non seulement dans la vie d'Antoine, mais aussi dans l'histoire de la Fondation. Antoine, l'homme qui avait autrefois sauvé Clémence, se joindrait maintenant à elle dans la mission de sauver d'autres personnes. La connexion formée par le hasard et cimentée par la gratitude et le respect mutuel promettait d'être le début de nombreuses autres histoires de transformation et d'espoir. Après avoir accepté l'offre de Clémence, Antoine Lemaire a entamé un nouveau chapitre de sa vie, marqué par l'espoir et le renouveau. Son intégration à la Fondation Clémence Dubois pour l'espoir y a commencé par un accueil chaleureux de la part de l'équipe et des bénéficiaires de l'organisation, qui l'ont rapidement accepté comme faisant partie de leur communauté. Au cours des premiers jours, Antoine a suivi un processus d'orientation, se familiarisant avec les opérations quotidiennes de la Fondation et les programmes en cours. Clémence a tenu à être à ses côtés, le guidant à travers les différents départements et le présentant aux membres de l'équipe. Chaque introduction renforçait le sentiment d'appartenance qu'Antoine commençait à ressentir. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait partie prenante de quelque chose de plus grand, un but qui était profondément aligné sur son propre parcours de vie. Antoine a été affecté au département des services communautaires, où son expérience de vie était un ajout précieux à l'équipe. Il travaillait directement avec des personnes qui, comme lui, étaient confrontées à des défis significatifs. Sa capacité à comprendre et à se connecter avec ces individus sans préjuger le rendait exceptionnellement apte au travail. Il offrait non seulement un soutien pratique, mais aussi une forme de mentorat, partageant son histoire et les leçons apprises en cours de route. La présence d'Antoine avait un impact tangible. Sous sa direction, beaucoup ont commencé à trouver de nouvelles directions pour leur vie, inspirés par quelqu'un qui avait surmonté des adversités énormes. Des histoires de réussite ont commencé à émerger du département, renforçant la réputation de la Fondation en tant que lieu de véritable transformation. Avec le temps,
Antoine a également pris un rôle actif dans les activités de collecte de fonds, où son histoire inspirante et son authenticité émouvante touchaient les donateurs. Il est devenu un ambassadeur non officiel de la Fondation, représentant l'essence de ce que l'organisation s'efforçait d'être. Sa capacité à parler avec sincérité des difficultés et des triomphes personnels résonnait profondément avec le public, contribuant à assurer un soutien continu à la Fondation. En plus du travail, la Fondation a offert à Antoine un petit appartement sur le campus de l'organisation, lui fournissant non seulement un endroit où vivre, mais un véritable chez-soi. La sécurité et la stabilité d'avoir un espace rien qu'à lui l'ont aidé à reconstruire sa vie personnelle et à envisager l'avenir avec une confiance qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Clémence observait tout cela avec un orgueil grandissant et une profonde gratitude. Voir Antoine s'épanouir et contribuer de manière si significative à la Fondation réaffirmait sa croyance en le pouvoir de la deuxième chance et en la capacité humaine à surmonter les adversités avec l'aide appropriée. En Antoine, la Fondation a trouvé non seulement un employé, mais un symbole vivant de sa mission et de ses valeurs. Et pour Antoine, la Fondation est devenue non seulement un lieu de travail, mais une vraie famille, un groupe de personnes qui non seulement l'ont accepté, mais l'ont valorisé, lui offrant la chance de redonner, de grandir, et plus important encore, d'appartenir. La grande salle était éclairée par des lumières scintillantes et décorée avec élégance et sobriété. C'était la soirée de l'événement caritatif annuel de la Fondation Clémence Dubois pour l'Espoiré, et l'atmosphère était vibrante avec la présence d'invités de tous les horizons, des entrepreneurs et des politiciens aux bénévoles et aux bénéficiaires de la Fondation. Cette année, cependant, l'événement revêtait une signification encore plus spéciale, car Clémence prévoyait de rendre publiquement hommage à Antoine Lemaire, dont le courage et la transformation étaient devenus un symbole de l'impact de l'organisation. Alors que les invités prenaient place, Clémence monta sur scène, accueillie par des applaudissements chaleureux. Avec un sourire confiant et le cœur rempli de gratitude, elle commença son discours, mettant en lumière les réalisations de la Fondation au cours de l'année écoulée et remerciant tous ceux présents pour leur soutien continu. Ce soir, annonça Clémence, et nous avons l'honneur spécial de célébrer non seulement ce que nous avons accompli ensemble, mais aussi l'extraordinaire courage d'un individu qui incarne la mission de notre Fondation. Les yeux se tournèrent vers Antoine, assis au premier rang, visiblement ému par l'attention. Clémence continua, décrivant le terrible accident qui avait failli lui coûter la vie et comment l'intervention héroïque d'un inconnu avait changé le cours de son destin. Antoine Lemaire, que beaucoup d'entre vous connaissent comme un membre dévoué de notre équipe, était l'homme qui a risqué sa vie pour me sauver. Son courage n'est pas seulement une histoire d'héroïsme, mais un témoignage puissant de l'impact humain que nous pouvons avoir les uns sur les autres. Après un bref moment, Clémence appela Antoine sur scène. Avec des pas hésitants mais déterminés, il la rejoignit sous les projecteurs. Clémence lui remit une plaque commémorative, symbolisant sa gratitude et sa reconnaissance. Les applaudissements furent tonitruants, remplissant la salle d'une vague d'admiration et de respect. Antoine, surmontant son émotion, partagea quelques mots. Je n'aurais jamais imaginé que mon geste ce jour-là mènerait à tout cela. Je suis profondément reconnaissant d'avoir trouvé un nouveau chemin dans la vie, et plus encore, de pouvoir aider d'autres à trouver le leur. Je remercie tout le monde à la Fondation, en particulier Clémence, pour cette nouvelle famille que j'ai trouvée. À la fin de l'événement, Clémence ressentit une profonde satisfaction en voyant comment la Fondation était devenue un catalyseur pour le changement positif. L'histoire d'Antoine, de sauvetage et de renaissance, non seulement renforça l'héritage de la Fondation, mais renforça également la conviction de tous présents en la capacité de surmonter et de se transformer, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette soirée a consolidé l'héritage de Clémence non seulement en tant que philanthrope, mais aussi en tant que leader capable d'inspirer toute une communauté à croire en le pouvoir de l'espoir et en l'essence de l'humanité. Et pour Antoine, cela marquait le début d'une nouvelle vie, où il n'était plus défini par son passé dans les rues, mais par son avenir radieux en tant que partie d'un tout plus grand que lui-même.